de Gorbatchev. Pour moi, en Union soviétique, il s'agit d'une implosion qui n'est pas due à des facteurs internationaux. Le seul facteur international qui était important, c'était la fin des pays de l'Est. Vous savez que les pays de l'Est étaient le maillon faible, bon, surtout la Pologne, du bloc socialiste. Mais la fin des pays de l'Est a été déclenchée par Gorbatchev. On sait bien que c'est lui qui a tout fait pour changer les équipes au pouvoir. Quant à l'accession de Gorbatchev lui-même, je ne sais pas si j'ai été assez clair sur ce point. Ce que j'ai expliqué, c'est que ces erreurs, des erreurs historiques étaient très bien dans la période historique considérées. Le recul du rôle du parti a entraîné un manque de débat, une dépolitisation qui était due aux contraintes historiques. Le manque de débat théorique a permis à Gorbatchev et ses idées de s'introduire dans le parti, et le manque de démocratie dans le parti, dû encore une fois à des raisons historiques, lui a permis d'y rester. Bon, mais il s'agit, d'après 60% des soviétiques, il s'agit d'un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Ces choses auraient dû être corrigées. Andropov voulait le faire, Staline voulait le faire, mais il n'a pas eu le temps. Et même Gorbatchev a voulu le faire, mais il l'a pas fait parce qu'il a eu peur que ses supporters soient révoqués par la base. Évidemment, il aurait été chassé vite fait s'il avait démocratisé le parti. Ensuite, finalement, pour revenir à ce que disait André, la prise du pouvoir. La prise du pouvoir, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a justement une différence dans la qualité du socialisme soviétique et du socialisme dans les autres pays de l'Est. C'est-à-dire que en Union soviétique, le taux d'adhésion était de 100%. Enfin, moi, je l'ai vu. Alors que j'ai également habité en Bulgarie, la Bulgarie qui était le pays le plus pro-soviétique du pays de l'Est, et bien, je veux dire que dans les classes intellectuelles, on était autour de 50% seulement. Et en RDA, le jour du vote, du premier vote, seulement 5,4% des gens ont voté pour le PDS. Ce qui veut dire que le pays où il y a eu la révolution, les bases étaient assurées pour le succès, c'est-à-dire l'Union soviétique, les bases étaient assurées pour le succès donc du socialisme. Finalement, sur le parti unique, évidemment le parti unique qui est la seule solution à part la seule solution alternative au parlementarisme, à part l'anarchie ou la dictature, Samir Amin, dans ces dernières années, il prônait le parlementarisme, mais vous n'avez qu'à regarder la Grande-Bretagne aujourd'hui, ce qui se passe, la Grande-Bretagne qui est la quintessence du régime parlementaire. Vous avez un Premier ministre qui est un Européen convaincu à l'origine, qui a vécu en France des années et qui fait semblant d'être anti-européen pour gagner les élections, et un chef de l'opposition qui a voté contre l'Union européenne et pour le départ de l'Union européenne aux élections, qui fait semblant maintenant qu'il est pour l'Union européenne pour rester le chef de son parti. Donc je crois que on doit se poser des questions sur le parlementarisme quand on voit cela. Voilà. Attention le capot. Oui, donc moi je voudrais revenir sur deux points, c'est-à-dire que le premier point c'est que le socialisme, comme je l'ai dit, s'est installé dans des pays en rattrapage, et donc dans cette situation-là, il était illusoire de penser que forcément on allait directement atteindre le socialisme et le communisme lors de la première étape. Rappelons quand même que toutes les révolutions ont toujours à toutes les révolutions a toujours succédé une contre-révolution à un moment ou à un autre, et on a eu des allers-retours. L'exemple de la France sur ce plan-là est important. Donc pourquoi est-ce que ça aurait été différent avec les pays de l'Est? C'est une question, et je pense qu'effectivement il faut se la poser. La deuxième question, c'est que même si les analyses peuvent différencier, peuvent être différentes, dans les pays de l'Est, on voit bien qu'il y avait des contradictions. Le mot contradiction nous amène évidemment au marxisme, et le marxisme évidemment pose la question des contradictions de classe. Y avait-il des classes
en Union soviétique, en Pologne, dans les pays de l'Est. Alors je ne pense pas qu'il y avait des classes au sens des classes en soi et pour soi opposées les unes aux autres consciemment dès le début, mais je pense qu'il y avait un embourgeoisement progressif qui s'est produit dans les partis communistes à des degrés divers, mais globalement les enfants d'eux et les petits-enfants d'eux dans le parti ont été de plus en plus fascinés par le monde occidental. Moi-même, il m'est arrivé dans les années 80 de recevoir des délégations de directeurs d'entreprises négociant avec des pays de l'Est, négociant avec des entrepreneurs privés capitalistes à l'Ouest pour des contrats commerciaux. En fait, j'ai remarqué qu'ils s'identifiaient beaucoup plus au genre de vie de la bourgeoisie qu'à la classe ouvrière. Pour eux, ils étaient jaloux du mode de vie des grands patrons occidentaux. C'était à ça qu'ils s'identifiaient parce qu'ils ne pensaient plus que leurs parents frayaient les vaches, ils pensaient qu'ils avaient le droit d'être de vrais bourgeois. Et je pense que cet élément est important, alors pas dans l'ensemble du parti, mais il y a la couche de la nomenclatura économique était largement acquise aux idées libérales. Voilà. Bien, bon, pour ma part, je ne tiens pas à polémiquer, mais je pense que quand même, il faut se poser la question, pourquoi des gens comme Gorbatchev sont arrivés à la tête du parti? Et pourquoi comme des Robert-Hue sont arrivés à la tête du parti? Bon, je ne veux pas polémiquer, mais quand même là, la question est posée et demande une réponse approfondie. Pour ma part, je voudrais insister sur la question du suffrage universel. Notre camarade Jean Salem avait commencé dans un livre un peu provocateur à poser la question. Élection piège à con, point d'interrogation. Je pense que pour ma part, on ne peut pas occulter cette question aujourd'hui. Car nous sommes devant à la fois une crise économique, politique et environnementale, mais nous sommes également dans une crise de l'organisation. Et on voit très bien, quand on fait analyse au niveau mondial, que de plus en plus de couches vives s'abstiennent aux élections. Et dans n'importe quel pays. Aux États-Unis, ça a commencé de longue date. Hein. Ils en étaient à plus de 40% et ils s'en accommodaient. Mais dans un pays comme la France, c'est assez récent. Mais enfin, bon, ça va crescendo. Et aujourd'hui, quand on analyse ce qui reste l'arbre au pied, et il faut se poser la question pourquoi, on s'aperçoit que c'est essentiellement la jeunesse et également les actifs, les retraités étant beaucoup plus enclins à aller au vote, même si dans cette frange, il en existe un certain nombre. Deuxième, donc, voyons qu'aujourd'hui, aux dernières élections, j'ai fait un article dans le journal L'Humanité, où je montre qu'en définitive, si on prend les blancs et nuls, c'était 55% de gens qui n'ont pas participé concrètement à cette élection pipée. Donc ça doit nous interpeller. Donc, deuxième idée, c'est la question de l'organisation, car il nous faut une organisation. Or, aujourd'hui, force est de constater que les forces agissantes, et les Gilets jaunes en sont un exemple, à la fois, elles savent s'organiser, mais en dehors des organisations. Or, là, il faudrait, à l'intérieur de ce mouvement, qui est un mouvement citoyen et travailleur, essayer de, non pas faire en sorte qu'il se structure, mais montrer la nécessité d'avoir une organisation sur les bases de lutte de classe. J'ai fait pour ma part une expérience, et je terminerai par ça. Je suis allé depuis le 17 novembre sur le rond-point de ma commune, Bandol, dans le sud-est, avec les Gilets jaunes, sans me présenter comme intellectuel ou écrivain ou quoi que ce soit. J'y suis allé comme citoyen lambda, uniquement pour voir comment ça se passait. Et j'ai été surpris de voir combien en si peu de temps, des citoyens qui arrivaient, on dirait presque de nulle part, mais non, ce n'était pas de nulle part, en réalité, c'était les couches les plus impactées par la crise politique qui étaient là. Eh bien, la capacité qu'ils ont eue finalement à s'organiser et progressivement à s'inscrire sans pour autant le formaliser dans la lutte des classes. Et ça, je crois que c'est aussi une manière de nous interpeller qui montre que
c'est bien à la base avec les travailleurs, avec les citoyens, qu'il faut, entre guillemets, faire la révolution. Je voudrais juste remarquer, parce que le phénomène a été considérablement sous-estimé ces dernières décennies, que l'objectif de refoulement du socialisme est un objectif de l'impérialisme affirmé comme tel, et que ce qu'on appelle le rollback, et dont on pense que c'est lié à la phase tardive de la guerre froide, a été un mot d'ordre officiel dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout comme d'ailleurs la liquidation du socialisme avait été le mot d'ordre de l'impérialisme depuis la révolution soviétique. Donc, il y a eu une considérable sous-estimation du phénomène de la faiblesse du camp socialiste, de son appauvrissement considérable par la Deuxième Guerre mondiale et de la force consécutive des États-Unis tirée notamment de l'enrichissement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une donnée tout à fait négligée, qui a été négligée en particulier au profit de la thèse des divergences internes. J'y insiste beaucoup parce que une des conditions sine qua non de ce rollback, de ce refoulement, était la corruption des couches dirigeantes de l'ensemble des pays socialistes. Je le dis, avec des services spécialisés, et il est clair que nous avons eu une démonstration dans tout ce qui s'est passé, et avec l'URSS et avec la suite. D'une part, évidemment, Gorbatchev, mais enfin, c'est quand même pas venu des années 1980. D'autre part, nous en avons une démonstration finale, c'est que tout l'appareil de collaboration avec les Américains a été constitué de familles qui avaient été lésées par la prise de propriété. Je dois vous dire, j'ai même eu une étudiante comme ça, qui a d'ailleurs essayé de me faire virer de l'université, et qui avait, dont toute la famille en Tchécoslovaquie, dont toute la famille tchèque avait été lésée par la transformation socialiste de la Tchécoslovaquie, et qui a récupéré tous ses biens au lendemain de l'affaire. Quels étaient les personnages nationaux des ambassades américaines? Toutes les familles qui n'avaient pas tout émigré et qui étaient restées là. Donc, il faut qu'on mesure ce qu'a dit Georges à la fin, qui me semble essentiel. C'est que faire le socialisme, ça veut dire se heurter à des forces internes et externes énormes. Ça veut dire donc mobiliser bien entendu par l'action, mobiliser par la compréhension que personne ne fait facilement le socialisme, que personne ne l'a fait facilement, et que par conséquent, c'est une tâche extrêmement difficile, mais c'est une tâche que l'évolution du capitalisme rend absolument indispensable. Il n'est plus capable de développer les forces productives, et il faut que les forces sociales de transformation s'unissent sur des bases claires et se rendent compte de la difficulté de la tâche. Mais quelle est la difficulté de la tâche à côté de l'enfer dans lequel sont en train de s'enfoncer toutes les couches monopolistes de la société française, et en France et ailleurs?